Quoi de plus impressionnant qu'une opération sous hypnose? Quand le chirurgien vient couper, gratter, retirer, arranger la chair malade, le patient devrait hurler de douleur et pourtant il n'en est rien. Hypnosédation, hypnoanalgésie, hypnoanesthésie, que peut nous proposer aujourd'hui l'hypnose médicale? Comment accompagner les patients avant, pendant et après les opérations chirurgicales? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Accueillir le docteur Brice Lemaire. Bonjour Catherine. Et aussi Christophe Panck. Bonjour. Bien connu sur les réseaux puisque tu offres depuis de nombreuses années des séances d'hypnose gratuites que l'on peut écouter et tu traites de divers thèmes. Et en fait, aujourd'hui tu as 44 ans et ça fait plus de 20 ans, donc plus de la moitié de ta vie que tu fais de l'hypnose. Alors nous allons donner la parole à Brice qui est aussi l'auteur d'un livre sur l'histoire de l'hypnose qui est publié aux éditions Satas. Et c'est un livre extrêmement complet. Et dans ce livre, on a justement les premières opérations chirurgicales avec le docteur Esdel. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait les premières opérations. Alors, il y a eu d'autres, on va dire, faits rapportés chirurgicaux à travers, on va dire, des états de transe. Mais c'est la première fois qu'on a vraiment des rapports médicaux très précis, documentés, archivés, sur des opérations. Alors, petite nuance, pas faites avec l'hypnose, mais faites avec ce qu'on appelait le mesmérisme, c'est-à-dire le magnétisme animal. On appellerait ça aujourd'hui, on va dire, de l'hypnose non verbale. Mais il faut savoir qu'Esdale, c'était un chirurgien britannique qui est parti avec la Compagnie des Indes et qui est resté 20 ans à Calcutta en Inde et qui a réalisé plus de 2000 opérations, dont 300 majeures, des opérations comme des amputations, comme des exéreses chirurgicales de cancer, sans aucune douleur pour ces patients et surtout avec des taux de pourcentage de succès chirurgicaux. De survie en fait, parce qu'avant les gens étaient opérés mais ils étaient morts. Tandis que là, voilà. grâce au mesmérisme, alors à l'époque, cette transe en fait était faite avec des passes magnétiques. Oui. Et devait durer des heures et des heures pour arriver dans un état qu'on appelle léthargique, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire ça durait même plus que des heures, ça durait des jours, voire des semaines. Alors il n'opérait pas tout seul en fait pour faire ces passes magnétiques, il avait des sbires qui toute la journée se relayaient et ils amenaient le patient en fait dans un état, on va dire, de sédation tel qu'il y avait une perte de la conscience au bout d'un moment. Et à ce moment-là, ils testaient et ils voyaient si ensuite l'opération était réalisable sans aucun anesthésiant, parce que l'anesthésie a été découverte bien plus tard, mais surtout sans aucune douleur. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ensuite, au bout de 20 ans, parce qu'en plus, il n'aimait pas du tout l'Inde, quand il arrive en Angleterre, à ce moment-là, avec tous ses dossiers médicaux sous le bras, on lui dit, non, mais écoutez, déjà, pour qui vous prenez-vous? Seul Dieu décide évidemment de la douleur. Ensuite, on lui dit que finalement, les indigènes qu'il a traités simulaient pour lui faire plaisir. Et puis surtout, on lui dit, on vient d'inventer l'anesthésie chimique. Le chloroforme. Voilà, tout début de l'anesthésie chimique. Donc voilà, il a fini sa vie un peu en désuétude, mais ça fait partie historiquement des grands monsieur qui ont amené les premières opérations, ce qu'on appelle en hypnoanesthésie. Et on se rend compte que dans l'hypnose, en fait, il va y avoir une récupération aussi post-opératoire qui va être intéressante parce qu'il y a un côté, comment dire, physique, physiologique, où le sang, les hémorragies vont se stopper. Comment ça se passe au niveau biologique? Alors, très simplement, en fait, déjà, ce qui est intéressant dans la chirurgie en hypnose, c'est que, contrairement à une chirurgie classique, on va conditionner le patient, déjà, avant l'acte chirurgical pour qu'il soit dans un bon état d'esprit. Et ça, c'est très important parce qu'on va activer différents systèmes. Il y a deux systèmes, il y a le système orthosympathique, parasympathique, qui sont des systèmes antagonistes. C'est le système, on va dire, du stress et le système de la détente. C'est un peu le frein et l'accélérateur. Et la magie de ces systèmes au niveau physiologique, c'est qu'ils sont antagonistes. Quand on active l'un, on désactive l'autre automatiquement. Donc déjà, l'état d'hypnose va activer le système, on va dire, parasympathique. Donc il y aura beaucoup moins de cortisol, d'hormones du stress
d'adrénaline, de cortisol, etc. circulant. Donc les opérations déjà vont se passer dans de meilleures conditions. Et puis ça va conditionner aussi les suites opératoires. Ajoutez à cela qu'on va aussi donner beaucoup de suggestions thérapeutiques, on le verra avec Pank tout à l'heure, pour préconditionner le patient avant, pendant et après la chirurgie, pour la récupération. Voilà. On donne toujours des fonctions biologiques de cicatrisation, comme quoi la cicatrisation se passera naturellement, ils auront tout le confort dont ils auront besoin, tous les processus biologiques vont s'activer. Et c'est vrai qu'après, la spécificité de la chirurgie en hypnose, c'est qu'on a accès aux fonctions automatisées du corps humain. Oui, parce qu'en fait, il y a bien quelque chose qui entend à l'intérieur qu'il va falloir justement ne pas faire d'hématomes, etc. Oui. Donc il y a une partie de nous qu'on nomme l'inconscient, ou une partie de l'inconscient, oui, qui va contribuer à faire circuler le sang pour pas qu'il y ait d'hématomes, etc., etc. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, on l'appelle, alors moi je l'appelle subconscient, parce que je suis plus d'une terminologie anglo-saxonne, mais on peut l'appeler inconscient. Et en fait, c'est l'accès aux fonctions automatisées de l'organisme. Donc, c'est aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physiologique. Et donc, on a accès à, par exemple, le saignement. On peut provoquer, fluidifier le sang ou faire coaguler. On a accès à la salivation, on a accès aux fonctions immunitaires. Et donc, on va jouer là-dessus pour donner des suggestions pour évidemment activer la cicatrisation pour que tout se passe dans les meilleures conditions pour le patient. Alors, ce subconscient, il entend beaucoup de choses et tu me racontais, hors antenne, Pan, que tu avais récupéré une personne qui avait subi une opération chirurgicale et avec une anesthésie, cette fois médicale, et qu'il y avait eu une conversation pendant cette chirurgie qui fait que la personne après se sentait pas bien. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Oui, de façon générale, il faut savoir que quand on est anesthésié, on continue à entendre. Donc le subconscient est apte à entendre ce qui se passe dans la salle d'opération. D'ailleurs, plus les personnes du staff médical connaissent le travail sur la sémantique, plus ils vont faire attention à ce qu'ils disent, comment ils le disent, etc. On sait que le subconscient va facilement prendre les suggestions, les idées, et faire des liens de cause à effet. Et en l'occurrence, moi j'avais eu quelqu'un qui était venu en me disant « j'ai eu une opération à l'épaule, on m'a posé une plaque et depuis ça brûle ». Bon. Elle est allée faire tout ce qu'il faut chez le médecin. Et n'oubliez pas, hein, la plupart du temps, l'hypnose, c'est une discipline complémentaire. Donc, on ne substitue pas avant tout au médecin. On est là vraiment pour les compléter. Et elle me dit, ils ne trouvent pas, ils ne savent pas. On fait une régression. Donc, régression à la cause, assez simple. On ramène notre partenaire dans l'état de transe au niveau somnambulique pour qu'il puisse revivre, faire une revivification de l'événement. Et à un moment, elle me dit, bah, j'ai l'impression que j'entends une voix. Ok. Qu'est-ce qui est dit? Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on ne peut pas savoir. Elle n'avait pas les yeux ouverts. Et je dis, ok, donc il y a quelque chose qui t'a brûlé. On peut émettre des hypothèses. Hein. Ça pourrait être, peut-être qu'il y avait un café, peut-être qu'il faisait chauffer quelque chose, on n'en sait rien. Et à ce moment-là, je lui dis juste, ok, donc si ça a brûlé à ce moment-là, apaise simplement. Toi, cet instant, imagine-toi à ce moment, tu es dans l'état et tu sais que rien ne brûlera, parce que de toute façon, tu sais très bien que tu peux diriger, on revient à ce qui vient d'être dit, ton esprit, parce que ce qu'il faut bien rajouter, c'est tout ce qu'on fait en hétéro-hypnose, accompagné par un opérateur, on peut le faire en auto-hypnose, parce qu'on estime en hypnose que toute hypnose est auto-hypnose. C'est nous-mêmes qui nous auto-suggérons, on accepte la suggestion des autres. Donc, elle a fait son travail, on a recadré en fait sa croyance, sa perception, et quand elle est ressortie, immédiatement, il n'y avait plus aucune chaleur, et elle n'a plus jamais eu de chaleur. Donc, cet élément-là est assez courant et on sait de plus en plus. Parfois, ça peut être sur des rapports physio, comme ça, mais ça peut être parfois des rapports psycho. Il y a des éléments où des personnes disent « je ne me sens pas bien depuis l'opération », et pas physiquement, mais psychiquement. Parce qu'il y a pu avoir une conversation entre le personnel médical qui a pu éveiller, rappeler, ramener à quelque chose de régressif ou récessif à l'intérieur du partenaire qui, à ce moment-là, plus le stress, plus plein de choses, a réactiver un ancrage, c'est-à-dire une automatisation de quelque chose qui s'est passé dans le passé et qu'on doit gérer en psychothérapie, hypnothérapie, hypnoanalyse, etc. Alors aujourd'hui, en France, quand on se fait opérer, on peut avoir j'ai compris, il y a trois formes. L'hypnose intervient dans le bloc opératoire de trois façons différentes, soit en hypnosédation, en hypnoanalgésie, en hypnoanesthésie. Alors je veux bien une description de ces trois façons.
Alors, pour donner une définition simple et claire, l'hypnosédation, c'est une perte de la vigilance, une diminution de la vigilance, qui aboutit donc éventuellement à une perte de la conscience. C'est-à-dire, on a le conscient. Quand je parle de conscience, ce n'est pas dans la tête, hein, c'est le corps et l'esprit. On va le défocuser, on va le rendre tout petit. Voilà. Donc, en fait, on va orienter en hypnose, en hypnosédation, vers une transe qui va être davantage une transe de ralentissement psychologique et physiologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une transe profonde stuporeuse chez les ericksoniens, une transe léthargique, une transe vraiment de relaxation très profonde. Voilà. Ça, c'est l'hypnosédation. Et ensuite, dans cet état-là, à ce moment-là, le chirurgien, enfin plutôt le médecin anesthésiste ou le chirurgien, selon le protocole et selon le type de, on va dire, de chirurgie réalisée, va injecter un agent anesthésiant. L'opération se passe, on peut donner des suggestions positives de récupération au sujet, et après le sujet revient. Donc là, en fait, si je comprends bien, c'est l'anesthésie devient locale, en fait. Alors Que... voilà, oui. exactement. C'est-à-dire l'intérêt majeur de cette procédure-là, c'est que de nombreuses opérations qui avant se passaient en anesthésie générale peuvent être faites et envisagées en anesthésie locale. Ce qui est beaucoup plus intéressant par rapport au risque éventuellement d'anesthésique et surtout en termes de récupération biologique des suites d'une anesthésie générale. Donc là concrètement, la personne est en train de se faire opérer, mais physiquement, mais dans sa tête, elle est complètement ailleurs, c'est ça? Tout à fait. Elle est toujours, entre guillemets, dans un état de conscience modifié, mais elle n'est pas en anesthésie générale. Il n'y a pas de perte de conscience. Ça, c'est pour l'hypnosédation. Donc, est-ce que c'est ça qui est le plus pratiqué en France, cette hypnosédation, ou c'est une hypnose analgésique qui est le plus pratiquée? Alors, en France, pour des raisons, on va dire, à la fois médico-légales, par rapport à la pratique des médecins anesthésistes, c'est cette procédure qui est le plus utilisée. Voilà. Dans les pays anglo-saxons, c'est très différent. Dans les pays anglo-saxons, il faut savoir que l'hypnosédation est utilisée, mais après, on va vers des procédures qui sont beaucoup plus orientées vers l'hypnoanalgésie ou l'hypnoanesthésie, tout simplement parce qu'en fait, l'hypnothérapeute qui est là, comme Christophe par exemple, qui a des patients qui viennent le voir pour des douleurs invalidantes, chroniques ou aiguës, peut être là le jour de l'intervention et peut accompagner le patient. Donc, oui, le patient en France, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire qu'il faut des organismes de santé qui soient d'accord pour qu'il y ait un hypnothérapeute de ville, donc il n'ait pas de formation médicale, qui puisse accompagner. Ça peut, pour les accouchements, par exemple, c'est possible, puisque là, on tolère forcément qu'il y ait un accompagnateur. C'est plus rare. C'est plus rare. Clairement, aux États-Unis, c'est un des gros plus. Si on reprend la notion d'hypno-birthing, hypnonaissance, oui, à chaque fois, l'opérateur hypnotiste, il peut venir, qu'importe s'il est staff médical ou pas, parce qu'il suit. Mais en France, on va avoir beaucoup plus de difficultés. C'est normal, ce n'est pas la même législation. Et donc, automatiquement, on va avoir moins, parce que le staff médical ne peut pas forcément se former ou n'a pas le temps de se former, d'hypno-analgésie ou hypno-anesthésie en France. Donc l'hypnosédation, c'est beaucoup développé. Donc l'hypnosédation, pour parler un petit peu des protocoles, ça va être, l'anesthésiste va d'abord discuter avec... D'abord, on peut demander tout simplement, quand on va se faire opérer de quelque chose, je voudrais avoir rencontré un anesthésiste qui soit formé à l'hypnose. Donc là, on peut avoir un rendez-vous. Et puis, ce qu'il va faire, l'anesthésiste, il va donc entamer un dialogue pour voir ce que la personne aime faire comme activité, si elle préfère la mer, la montagne, etc., pour essayer de créer un espace ou une promenade dans un lieu de sécurité, en fait. C'est ça, hein, voilà. Par exemple, donc, oui. Donc pendant l'hypnose, l'anesthésiste formé à l'hypnose, pendant l'opération, va lui chuchoter à l'oreille qu'il est en train de se promener. Et quand il va y avoir peut-être une action un peu plus douloureuse ou un peu plus prenante, on dit « Ah, ben, il y a des cailloux sur cette route » ou des choses comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas de cette pratique. Voilà. Ça peut être une stratégie comme ça, on va dire, j'allais dire néo-ericksonienne, ce qu'on appelle un safe place communément. Ça peut être aussi d'autres stratégies de transe stuporeuse qui ne nécessitent pas forcément l'activation d'une safe place, mais qui peuvent être aussi basées sur des phénomènes hypnotiques, d'hypnosédation pure. Par exemple, on peut approfondir une transe léthargique uniquement sur des principes physiologiques, sur la respiration, sur la relaxation, sur du fractionnement, sur tout un tas d'outils ou de stratégies hypnotiques
qui vont permettre en fait ce ralentissement psychologique et physiologique. Voire même on peut ne pas avoir besoin de guider la personne en hypnose en créant au début un niveau de transe suffisamment profond pour créer des ancrages automatiques qui vont permettre à la personne tout seul de s'approfondir. Donc là, on est dans l'hypnosédation. Là, on est dans l'hypnosédation. On rajoute de l'anesthésique. Par contre, ce qui est intéressant également, au-delà du fait qu'on puisse faire une anesthésie locale au lieu d'une anesthésie générale, au lieu d'avoir une meilleure récupération, aussi les doses d'anesthésion, et il faut bien le dire, vont être bien moindres. Ça, il y a des études qui sont très détaillées depuis les années 50, depuis justement cette date où on a commencé à s'intéresser à l'hypnose médicale et par exemple au phénomène de revivification dans les cas d'anesthésie générale. Et là, on les évalue à 20 à 30% de la dose habituelle. C'est quand même phénoménal. Et donc après, on a l'hypnose analgésie. Donc là, alors là, c'est encore, là, on passe dans un autre domaine. Oui. Et on a alors, on va dire, deux gradients. Alors, autant entre l'hypnosédation et l'hypnoanesthésie, l'hypnoanalgésie, il y a vraiment une différence qualitative. Autant dans l'hypnoanalgésie et l'hypnoanesthésie, la différence, elle est quantitative. Voilà. Il faut savoir que dans la sensibilité, en fait, extéroceptive, on a trois composantes. On a la sensibilité, la douleur et on a la pression, la température et la douleur dans la sensibilité. Dans ce qu'on ressent. Exactement, dans ce qu'on ressent. Et donc, ce qu'on appelle une hypnoanalgésie, c'est une perte partielle de la sensibilité. C'est-à-dire, j'ai pas mal, mais je sens qu'on travaille à cet endroit-là. Alors que l'hypnoanesthésie véritable, c'est je perds toute sensibilité. C'est-à-dire, je ne sais même pas si on travaille ici, ici ou ici, si j'ai cette partie qui a été, on va dire, anesthésiée hypnotiquement. Voilà. Alors, la mise en place de cette hypnoanalgésie, comment ça se manifeste, comment ça se met en place? On travaille sur le niveau somnambulique, donc qui est un niveau de transe qui permet à ce moment-là d'aller vraiment sur un principe où on va offrir à notre partenaire à ce moment-là un équilibre de transe, c'est-à-dire qu'il va être autant centré sur nous que sur la suggestion, et va pouvoir créer à ce moment-là la réponse automatisée du corps, parce que le corps connaît cet état-là, pour apaiser. Ce qui est intéressant là, dans ce que tu viens de dire, ça me rappelle Butler qui disait l'hypnoanalgésie, il précisait vraiment cette notion-là, parce que beaucoup de personnes, quand on leur fait faire des tests, ils disent « oui, je sens que tu es en train de faire quelque chose ». Et vous allez voir qu'avec... Alors, il paraît que ça va m'arriver tout à l'heure, parce que ma main va servir de cobaye pour un gant anesthésique que va me faire Brice ou Lemaire. analgésique, comme il disait, après ça va dépendre. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on a déjà tous cette capacité d'analgésier. Ça nous arrive parfois de nous taper quelque part et de se rendre compte qu'on qu'on s'est fait vraiment mal, on s'est peut-être abîmé un peu, et on se le rend compte à la maison. Ça commence à piquer, ça commence à faire mal, on voit que ça a gonflé, etc. Donc on a déjà cette compétence naturelle, et en transe, avec souvent soit des rappels, par exemple d'une anesthésie qu'on a eue locale, souvent on prend le dentiste, on arrive à proposer au partenaire de recréer la même sensation au niveau de la main ou au niveau de l'endroit où on en a besoin. Donc, on lui dit en fait, ton corps sait le faire, ton corps a déjà ressenti en tout cas par exemple. Déjà on l'emmène à un niveau de transe. Ce qui est hyper important, c'est que nous on a vraiment une façon de percevoir où il y a une échelle qu'on appelle l'échelle de Harons, où on va passer par des phénomènes hypnotiques, donc des phénomènes, c'est-à-dire des actions qui vont se faire suite à une suggestion, et on arrive à un certain niveau où on le teste avec un phénomène hypnotique, et dans ce phénomène hypnotique on a l'analgésie. Donc on emmène à un certain niveau de transe, on stabilise ce niveau-là et on suggère. Et ce qui est beau à ce niveau-là, c'est que la suggestion est quasi immédiate ou très rapide, ce qui va donner automatiquement la résultante attendue. En plus, et là on peut reprendre classique de l'hypnose, des ressources qu'on a déjà vécues. Une anesthésie, une analgésie, ou ces moments où on ne sent pas qu'on a une douleur alors qu'on vient d'avoir quelque chose d'un peu douloureux. Et c'est au travers de toutes les compétences qu'on a, plus du niveau de transe, plus de la suggestion, donc niveau suggestion ressources, qu'on va permettre à notre partenaire d'avoir quasi automatiquement cette notion première d'analgésie, c'est-à-dire je ressens qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas gênant. Et je trouve que cette notion de c'est pas gênant est importante à prendre en compte. C'est ces moments-là où on a un peu mal, mais on tient. On se dit oh ça va. Et quand on est en train de nous opérer ou nous remettre en place, moi je vois surtout ça avec les kinés, on est bien content qu'on sente, mais ça fait pas trop mal. Alors qu'on est en train de faire
potentiellement quelque chose qui est douloureux. Donc cette hypnose que tu vas mettre en place, par exemple en post-opératoire, pour que les Ouais. gens récupèrent plus vite, ou quand ils ont des douleurs même installées, Alors, en chronique ou en... ouais, enfin, quand tu vas traiter la douleur, là, c'est pas de l'hypnose ericksonienne. Non, C'est une non, alors... hypnose qui est plus rapide. Alors, après, la notion de vitesse, je ne sais pas si elle a forcément de l'intérêt. L'idée, souvent, on assimile les différentes hypnoses par rapport au processus inductif, le processus qui nous emmène dans un état de transe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les profondeurs de transe, chose qui est moins mise en avant dans les Ericksoniens, parce que Erickson a dit à un moment donné, globalement, qu'à tout niveau, on pouvait créer une session d'hypnose. Il n'a pas tort. Nous, c'est simplement qu'on se dit, il y a un niveau qui est optimum pour l'hypnose opératoire, optimum pour recevoir les suggestions, optimum donc pour avoir une résultante. On emmène au niveau somnambulique parce que c'est optimum, parce qu'on minimise l'erreur potentielle, surtout quand on touche le corps ou quand on va opérer. Alors moi, j'aimerais bien qu'on définisse un petit peu plus ce que c'est que l'hypnose somnambulique, qui se distingue de l'hypnose léthargique. On a vu que dans l'hypnose léthargique, docteur Esdel, justement, et Esdel est devenu un niveau de transe aussi. L'état Esdel. L'état Esdel. Donc on est dans un niveau stuporeux, c'est-à-dire une transe relâchée, on peut dire ça comme ça. Complètement. Voilà, où tout est... Oui. Et paradoxalement catatonique. Oui, alors à la fois relâché et en même temps, on peut être comme ça, coincé dans une position. Et puis, on a cette transe que vous proposez pour les opérations, qui est une transe éveillée, en quelque sorte, d'hallucination. Exact. Alors oui, très juste. Donc, on hallucine en fait. Exactement. Alors, comment on hallucine? Il faut savoir que déjà, la définition d'une hypnoanesthésie, c'est une perte totale de la sensibilité. Donc en fait, concrètement, ça correspond à une hallucination kinesthésique négative. Comme l'expliquait Christophe, ce qui est intéressant, c'est que l'anesthésie, l'analgésie, la sédation de la douleur fait partie des phénomènes hypnotiques. Voilà. Donc quand on va en transe, souvent, pour guider la personne en transe, on va d'abord proposer, on va générer en fait des phénomènes hypnotiques. D'abord, par exemple, une catalepsie, une lévitation, etc. Et puis, on va agréger ces différents phénomènes hypnotiques pour amener le sujet plus loin, entre guillemets, sachant que la profondeur, c'est aussi une métaphore, mais on va dire pour amplifier en fait le rôle de l'inconscient, du subconscient. Donc, pour définir ces deux transes, en fait, il y en a une dans laquelle on prend le conscient comme ça et on va le ralentir. Voilà, et quand je dis conscient, je rappelle toujours, c'est pas au niveau du cerveau, c'est au niveau du corps et de l'esprit. Ça, c'est la première catégorie de transe, c'est-à-dire le ralentissement physiologique, psychologique de l'individu. Donc, c'est une transe qu'on pourrait appeler de sédation, une transe léthargique, une transe profonde stuporeuse, une transe de relaxation. Voilà. Et le deuxième type de transe dont parle Christophe, c'est la transe somnambulique. Ça, c'est une véritable transe d'activation. C'est l'inverse, c'est-à-dire on a l'inconscient, le subconscient, et on va lui proposer en fait des apprentissages pour qu'il prenne de la place. Les apprentissages, par exemple une lévitation, une catalepsie, au niveau physique d'abord, et puis après on va passer dans des apprentissages davantage émotionnels, après dans des apprentissages cognitifs, on va par exemple faire une amnésie, et après on va aller dans des apprentissages plus sensitifs, on va développer des phénomènes hypnotiques comme l'analgésie, l'anesthésie, et après le Graal, entre guillemets, c'est les phénomènes hallucinatoires. Alors, moi, je voudrais qu'on précise simplement ce que c'est qu'un phénomène hallucinatoire. Un phénomène hallucinatoire, c'est par exemple, ici, j'ai mon paquet de cigarettes, et si j'ai une hallucination négative, je ne vais pas le voir. C'est ça? Tu vas voir quelque chose de différent. Ou je vais voir quelque chose de différent. Voilà. On en a tous des hallucinations au quotidien. Donc c'est une hallucination négative parce qu'en fait, ce n'est plus là. Ça disparaît. Voilà. Ouais. C'est comme quand tu es sûr que ton téléphone sonne ou que quelqu'un t'appelle, là tu es dans une hallucination positive, tu construis l'hallucination. On en a tous vécu, c'est pour ça que c'est intéressant quand on parle de niveau de transe, on rappelle à tout le monde, vous l'avez déjà vécu. Une hallucination, les gens ils se disent « Ah c'est incroyable !» Non, tu as déjà halluciné où tu ne retrouvais pas tes lunettes, les fameuses lunettes qui sont sur le nez ou devant toi, ou tu es déjà persuadé que quelqu'un t'a déjà appelé. Tu m'as dit quelque chose, je t'ai rien dit du tout, mais tu es persuadé qu'on t'a parlé. Donc tout ça, c'est des phénomènes naturels et c'est toujours ce qu'on tente de rappeler en hypnose parce que effectivement, quand
Brice va faire de l'hypnose purement médicale quand il est en cabinet, on se dit waouh, incroyable ce que tu introduisais. On se dit mais comment ils font ça? Il lui a pas mis aucune sédation et la personne, il lui arrive à lui extraire sa dent. C'est super. Mais nous, on rappelle juste, ouais, mais tu as déjà vécu des états comme ça. Tu as déjà halluciné en négatif. Tu as déjà été capable de vivre ça. Donc, on n'est pas en train de t'emmener dans un truc de fou. On est juste en train de te ramener à ce que tu sais fondamentalement faire. Et c'est ça qui est beau dans l'hypnose. C'est pas quelque chose qu'on rajoute, et c'est ce qu'il a bien dit, et on peut reprendre Preston là-dessus, c'est on travaille quand le patron, c'est le subconscient. À ce moment-là, quand le subconscient a pris la place, le conscient est toujours là, mais il a diminué et qu'il laisse le subconscient prendre, bah, on fait revenir les choses naturelles en compétences optimisées parce qu'on va l'orienter vers un objectif prédéterminé. Et c'est ça la grande force de l'hypnose dans tout ce qu'on cherche à faire, c'est de se dire, le subconscient et toi, n'importe qui est capable d'apaiser sa douleur, calmer, etc., halluciner. Et là, dans ce qui nous intéresse, halluciner pour apaiser une douleur. Là, en l'occurrence, c'est même pas l'apaiser, c'est la retirer et faire que toute sensation négative ou douloureuse disparaisse. Alors, par rapport à l'hypnose léthargique, l'hypnose qui nous permet d'avoir des hallucinations donc négatives, par exemple, sur notre douleur, est-ce qu'elle est plus rapide à mettre en place? Ah, c'est une très très bonne question. Alors, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit par Pank, déjà, pour proposer une définition de la transe somnambulique, donc il y a une transe d'activation cérébrale, c'est un état d'intense activation à vivre intérieurement, autant dans la transe, on va dire, léthargique, on a l'impression de s'enfoncer, et même physiologiquement, on voit le sujet, entre guillemets, qui s'enfonce, autant dans la transe somnambulique, on a un espace de focalisation de l'attention, de concentration, pour reprendre un terme un peu imaginationniste, donc une véritable activation cérébrale. Et les images justement du cerveau en neurosciences en transe d'activation et de relaxation sont différentes. Ce qu'on cherche à obtenir en fait, c'est, comme disait Christophe, le fait que ce soit le subconscient qui soit le patron, c'est-à-dire on donne une suggestion et on a une réponse automatisée du subconscient. Alors là, il y a quand même un pont incroyable avec l'hypnose de spectacle. Parce que dans l'hypnose de spectacle, c'est bien ça qu'on voit sur scène. Il y a une suggestion qui est donnée et il y a une réponse qui est donnée. Dans un cadre déterminé. Dans un cadre très déterminé, mais on est dans cette fameuse hypnose d'hallucination en fait. Ouais, par contre, il faut bien prendre plusieurs cas. Les personnes ont adhéré complètement à venir sur scène. Oui, bien sûr. Quand tu vas être en cabinet, il y a des moments, pour plein de raisons, tu peux avoir des peurs, etc. C'est pour ça qu'en hypnose de scène, tu vas d'abord faire une sélection, chose qu'aucun médecin ou aucun thérapeute ne fera en amont. C'est ça la grosse différence. Le médecin anesthésiste, il va quand même voir si la personne est plus ou moins réceptive à l'hypnose. Donc il va y avoir une sélection aussi des candidats pour l'opération chirurgicale sous hypnose. Ouais, mais factuellement, tout le monde pourra arriver au niveau somnambulique et donc au niveau analgésique, anesthésique. Tout le monde peut le faire. Oui, mais s'il faut des heures et des jours, concrètement, dans le monde médical, c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a plus des heures et des jours. Tu vois, ça s'est raccourci en fait. Ça s'est raccourci parce qu'on sait mieux faire. Tu vois, par exemple, on reprend tout le début de ce qu'on nous a dit. On a parlé d'ESDEL. Avant ESDEL, comme on disait, ça pouvait durer des jours pour emmener au niveau catatonique, donc à ce niveau qu'on appelle l'ESDEL aujourd'hui. Maintenant, factuellement, quand tu sais faire le process, si la personne est un peu réceptive ou si tu l'éduques à être réceptive, parce que tout ça n'est qu'une éducation, hein, c'est comme... oui, ça peut être rapide avec le protocole Simpson, par exemple. Ouais, en Simpson, ou même juste le protocole pour arriver en ESDEL. Tu as des personnes, moi, je peux te faire en 3 minutes par moi-même, tout seul, je peux être en ESDEL. Et j'aurais pas d'autres suggestions. Donc, c'est une éducation. Plus tu le répètes, plus c'est simple, etc. Et donc, on passe de plusieurs jours à, 10 minutes. Tout ça se fait. Maintenant, en hypnose de scène, la spécificité qu'on va avoir, c'est qu'on a sélectionné vraiment pour avoir les personnes, la crème de la crème, des personnes dans ce cadre-là, ce jour-là, à ce moment-là, qui veulent jouer le jeu. Et effectivement, la suggestion, c'est moi ce que j'appelle des trans déséquilibrées, c'est le subconscient qui a pris carrément place et le conscient il dit m'en fiche, voire à la limite si je peux pas trop me souvenir de ce qui s'est passé, ça me va très bien, moi je viens juste pour m'amuser et m'éclater. Ce qui est un petit peu différent dans le cheminement d'accompagnement où il va y avoir de la douleur, où il y a d'autres éléments et des stresseurs qui peuvent empêcher certaines choses d'être de cette façon quand même sur scène. Mais oui, ça peut se rapprocher sans être forcément la même façon de percevoir parce que le cadre est vraiment différent. Mais la qualité de transe, elle peut être... on donne une suggestion, on a immédiatement une réponse. C'est la même transe, c'est la transe somnambulique profonde. Parce que surtout
en hypnose de spectacle, on fait le spectacle avec des gens qui vont vite et qui vont loin. Sinon, ça serait trop long si on avait des sujets, j'allais dire, qui vont lentement en transe, il n'y aurait pas de spectacle. Donc, on utilise et on va exploiter exactement la même transe, mais comme disait Christophe, dans un cadre différent, Oui, bien sûr, avec un référentiel différent, mais d'un point de vue, on va dire, purement neurologique, c'est cette transe-là qu'on recherche. Tout simplement, pour des raisons de rapidité. Par exemple, si on voulait obtenir une hypno-anesthésie avec un état S-Dale, ça me prendrait plus de temps à faire que obtenir le phénomène d'hypno-anesthésie grâce à la transe somnambulique. Mais là où ça devient très subtil, c'est qu'en fait, ces deux transes sont différentes, non pas d'un point de vue. Souvent, on disait, bon, alors il y a le somnambulisme et puis en dessous, il y a l'S-Dale. Non, en fait, c'est pas comme ça. Elles sont différentes d'un point de vue qualitatif. C'est deux transes très différentes. Mais là où ça devient très intéressant, c'est qu'on va pouvoir les mixer entre elles. Donc, souvent, moi, je me suis rendu compte que je vais d'abord créer de la transe somnambulique pour aller manifester des phénomènes hypnotiques. Je vais créer l'hypnoanesthésie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi une grande différence, c'est que moi, je vais travailler tout seul. C'est-à-dire, je vais être à la fois l'opérateur de l'hypnose, je vais gérer la transe et en même temps, je vais opérer mon patient en même temps. Alors, on a des vidéos sur ton site qui sont très impressionnantes, où on voit que tu opères les gens. Et on voit d'ailleurs une image où il y a une jeune fille donc, qui est en transe. Tu lui mets les mains comme ça, et donc tu lui dis qu'elle doit galoper, qu'elle galope, elle est sur un cheval, enfin elle s'imagine qu'elle est sur un cheval par exemple. Et donc du coup, toi tu l'opères pendant ce temps-là, enfin en chirurgie dentaire. Et donc pour toi, c'est une manière en plus de vérifier si elle continue les moulinets, c'est bien qu'elle continue la transe, ou comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs, on va dire, stratégies ou techniques purement hypnotiques de gestion de la transe. Dans le cadre qui m'intéresse, comme je vais devoir gérer à la fois la transe et en même temps gérer mon travail chirurgical, je vais créer des procédures en amont qui vont me permettre d'avoir des automatismes. Et la magie de la transe profonde somnambulique, c'est justement de pouvoir créer des ancrages et des automatismes. Donc je vais dire à la personne, par exemple, à chaque fois que vous avez des sensations dans la bouche, parce que je suis chirurgien dentiste, donc j'opère des patients, sur des zones qui sont à la fois émotionnelles, mais surtout, c'est la caisse de résonance, la bouche. Le cerveau est très près. Donc, je vais lui dire à chaque fois qu'il y aura des sensations, et je vais volontairement avoir un langage non spécifique, vous irez plus loin, plus bas, plus profondément dans cet état de rêverie, etc. Et donc, la personne, et ça, je vais le répéter plusieurs fois. En fait, il y a une technique qu'on appelle le compounding, c'est-à-dire la composition, qui va permettre de créer des réflexes conditionnels, comme des sortes de boucles cérébrales qui vont s'activer grâce au somnambulisme et qui, à chaque fois, vont aller plus vite, plus loin et vont se renforcer, ça tourne plus vite. Et après, par contre, et c'est là où je disais les deux trans peuvent être mixés, on va rajouter, comme on travaille sur le corps chirurgicalement, des éléments de la transe de relaxation. Pour que le sujet soit à la fois, on gère à la fois le confort et le bien-être. C'est-à-dire à la fois tout ce qui est peur, anxiété et en même temps l'absence de douleur, c'est-à-dire vraiment le confort pendant et le bien-être pendant l'intervention. Donc c'est vraiment différents ingrédients et contrairement à Christophe, qui a beaucoup d'outils hypnothérapeutiques, psychologiques, et moi c'est l'inverse, j'ai beaucoup d'outils hypnotiques stricts et purs et beaucoup physiques. C'est pour ça que par exemple, si je la fais pédaler, en fait, c'est pour créer en fait un mouvement automatisé. Ça se faisait beaucoup à l'époque de l'école de Nancy, etc. Et je sais que ça va me permettre en fait d'activer et de générer la transe. Parce qu'il y a une magie aussi de l'hypnose, c'est que les phénomènes hypnotiques vont permettre, comme l'a expliqué Christophe, de catégoriser un petit peu la profondeur de transe. Alors, on a différentes échelles. Historiquement, il y avait les échelles de l'école de Nancy, puis après, il y a eu Stanford, etc. Mais il y a Aarons, qui est un peu le standard, Elkins maintenant. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que surtout, il faut comprendre que les phénomènes hypnotiques sont des conséquences de la transe, mais surtout, ce sont des générateurs de la transe. Donc, si j'ai un patient qui pédale, ça active son cerveau. Et en fait, je sais que tout seul, si je lui donne tout simplement la suggestion, plus les mains pédalent, plus tu vas aller profondément en hypnose, rien ne te dérangera, rien ne t'embêtera, et plus les sensations seront présentes dans ta bouche, plus tu pourras continuer, etc. Ben en fait, je vais non seulement valider et vérifier, mais surtout, ça va me permettre, moi, de travailler calmement, tranquillement. Dans cette phrase, rien ne t'embêtera, moi j'ai toujours entendu dire que le subconscient n'entendait que les formules positives. Et là, du coup, rien ne t'embêtera. Du coup, pour fabriquer ce rien ne t'embêtera, il faut fabriquer du t'embêtera pour après en faire rien.
Exactement. Donc du Ouais. coup, c'est OK, il faut mieux dire, tu Tout vas sera parfois. simple, tranquille, facile. Voilà. Oui, alors, Alors, est-ce- Ouais, qu'est-ce que tu en c'est pas penses? un vrai, c'est un faux problème ça. C'est un faux oui, problème. C'est un faux problème. Juste, je reviens juste avant sur un élément que je trouvais hyper important parce que très souvent dans l'hypnose, on a l'impression que c'est quelque chose où on doit être complètement éclaté, genre on n'en peut plus, on bouge Stuporeux, plus. on dit. Non, l'hypnose c'est actif et tu t'en as fait part tout à l'heure, l'hypnose de scène. Vous n'avez pas vu des zombies, vous avez des gens qui sautent, parlent, crient, rient, s'amusent. L'hypnose, c'est pas de la relaxation. On n'est pas en train de faire de la relaxologie, on est en train de faire de l'hypnose. C'est hyper important, d'autant plus quand on fait ce type de boulot-là, ou quand nous on fait des pré-test thérapies, ou quand on fait de l'érossie ou autre. On voit bien que les personnes ne sont pas en train d'être à deux de tension, ils sont en train de bouger, ça vit, ça ramène, etc. Prendre toujours cette notion de se dire l'hypnose c'est que de la relaxation, non. La relaxation peut amplifier certains éléments ou peut donner du confort et de la qualité pour notre partenaire. Et c'est absolument pas une nécessité. On n'a pas besoin d'être confortable pour vivre une très bonne session d'hypnose. Alors justement, moi je suis prête à me faire, je ne sais pas quoi, tu vas tout expliquer. Je suis déjà un petit peu en hypnose avec mon conscient et mon inconscient qui me parlent, ou le contraire, je ne sais pas. C'est le moment du tip-top, proposé par Brice Lemaire. très bien. Alors, Catherine, je vais vous proposer d'expérimenter donc une technique qui est très simple mais qui est très mal comprise, qu'on appelle le glove anesthesia, l'anesthésie du gant. Il faut savoir que historiquement, c'est une anesthésie c'est une technique hypnotique qui a été développée dans les années 50 par un médecin anesthésiste. Et ce médecin anesthésiste avait obtenu donc une anesthésie hypnotique de la main. Et c'est toujours intéressant de travailler sur les mains, les doigts dans les phénomènes hypnotiques, parce qu'en fait, on sait que dans les représentations cérébrales, dans les aires sensitivo-émotrices, ça c'est Painfeld qui avait montré, ce sont des zones qui en fait occupent une grande partie. Donc dès qu'on fait travailler la main, en fait, on active beaucoup le cerveau. Et comme disait Christophe, ce qu'on cherche, c'est une transe d'activation. C'est-à-dire le sujet, le patient doit avoir la sensation d'être concentré, d'être activé sur quelque chose et pas d'être dans un état de relaxation. La relaxation, c'est uniquement par suggestion. Et donc il avait obtenu une anesthésie de la main, et il a dit c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir mis ma main dans un gant d'anesthésique. Tout simplement parce qu'en fait c'est compliqué d'anesthésier une main, il y a beaucoup de nerfs, donc l'anesthésie est assez complexe. Et là il avait vraiment l'impression d'obtenir une anesthésie complète et directe. Ensuite, ça a été un peu mal traduit quand c'est arrivé en France, et donc on a cru comprendre qu'il fallait mettre la main du patient dans un gant, et puis on faisait on va dire de la PNL, c'est-à-dire de la réification. On disait alors, il est comment ton gant, il est rose, il est bleu, il est noir, il est foncé, il est doux, il est machin, etc. Pour jouer là-dessus et sur les sensations. Alors, ce qui est important de comprendre déjà, c'est que dans la production de l'anesthésie, il faut donner des suggestions qui orientent la réponse qu'on veut obtenir. On cherche à avoir une réponse du subconscient, c'est-à-dire automatisée, involontaire et sans effort. Donc il faut bien expliquer au patient qu'il doit lâcher prise, il doit laisser venir les sensations. Je me demande vraiment ce qui m'attend. Et pas chercher à les obtenir. Voilà. S'il cherche à les obtenir, en fait, ça va ramener du conscient et donc il ne pourra pas les obtenir. Donc je vais vous montrer une procédure très très simple qui va utiliser à la fois de la suggestion dite directe et surtout une technique, comme on l'a expliqué tout à l'heure, du compounding. Donc on va aller en hypnose facilement et agréablement. Vous êtes prête? Oui, autant que je peux. Autant que... Très bien. Donc ça va être très facile. Quand le bras est en l'air, les paupières se ferment. D'accord. Voilà. Okay. Et quand le bras descend, les paupières s'entrouvrent et vous pensez à la détente. Fermez. Entrouvert. Fermé, entrouvert, fermé. Très bien. Je bloque le poignet, le coude et l'épaule. Plus le bras va flotter en l'air, plus vous allez à l'intérieur de vous-même. Très bien. Voilà. Un état agréable, confortable pour vous. Très bien. Et vous laissez aller. Le bras flotte en l'air en toute tranquillité. Très bien. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez sentir le dos de la main, toute cette zone-là qui va s'engourdir, s'endormir. Plus aucune sensation, plus aucune sensibilité. Je touche le dos de la main. 1, 2, 3. Le dos de la main se vient complètement engourdi, complètement endormi. Quand vous avez cette sensation d'engourdissement, d'endormissement sur le dos de la main, vous pouvez tout simplement me le signifier en bougeant n'importe quel doigt de façon totalement automatique. Très bien.
Très bien. Et vous laissez aller, vous laissez venir. Tout le dos de la main s'engourdit complètement, s'endort complètement. Ça peut être une sensation de lourdeur, de chaleur, de pesanteur, n'importe quelle sensation qui engourdit le dos de la main. Quand cette sensation est complète sur toute cette zone-là, simplement vous me le signifiez en bougeant n'importe quel doigt de façon automatique. Super. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et cette sensation va s'intensifier, va doubler, va devenir beaucoup plus intense sur le dos de la main et va se prolonger dans les doigts de la main jusque dans la pulpe des doigts. 1, 2 et 3. Et vous laissez aller, vous laissez venir cette sensation d'engourdissement, d'endormissement, encore plus intense sur le dos de la main, les doigts de la main, jusque dans la pulpe des doigts. Quand vous êtes sûr que la main totalement endormi, le dos de la main, les doigts de la main. À ce moment-là, à nouveau, vous pouvez me le signifier tout simplement en bougeant les doigts. J'ai l'impression que je suis manchotte en fait, je sens toute ma main. Tout va bien. Nickel. Rassurez-vous, j'ai pas une scie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un état de concentration dans cet état-là. Je suis le capitaine Crochet en fait. Voilà, exactement. On peut continuer à parler, on est dans un état de concentration. Le patient peut toujours parler, faire tout ce qu'il fait de façon consciente, mais par contre, on va lui demander de focaliser son attention. Très bien, je vais compter une dernière fois, et à 3, vous allez sentir cette anesthésie qui va se prolonger sur le dos de la main, les doigts de la main, la pulpe des doigts, jusque dans la paume de la main. 1, 2 et 3, et toute la main s'engourdit, s'endort complètement. Plus aucune sensation, vous ne sentez absolument plus la main. Très bien. Quand cette sensation s'est complètement répandue sur le dos de la main, les doigts de la main, la pulpe des doigts, la paume de la main, que la main est complètement endormie, engourdie, à ce moment-là, vous pouvez me le signifier tout simplement. Et vous prenez tout votre temps. Focalisez votre attention sur ces sensations qui viennent toutes seules. Peut reposer, peut descendre, bouger librement. Et vous entraînez encore plus loin dans cet espace intérieur de concentration. Je vais terminer sur la moquette. Très bien. En tout cas, je ne peux plus la bouger. Très bien, voilà. Elle ne répond plus. Donc, je sens quelque chose. Voilà. Donc là, on a un niveau d'hypnoanalgésie. Ouais. Je préfère ne pas regarder. Voilà. Très bien, je l'enlève. Par contre, maintiens ça. Tu vois, Voilà. tu te dis, là, ça, tu l'imprimes dans ta tête, dans ton corps. Donc tu te là, dis, je peux analgésier. exactement. Là, on a fait un apprentissage. Cet apprentissage, il va être intéressant parce que, en fait, c'est un lâcher-prise, cet apprentissage. D'accord? Je peux le transférer sur mes Voilà. mâchoires pour Alors, qu'elles se détendent. il y a différentes possibilités. Le transfert, il peut se faire par lévitation, voilà, par exemple. Ou bien, il peut se faire même automatiquement, en claquant des doigts, 1, 2, 3, au fur et à mesure que le bras descend. Très bien. La sensation d'engourdissement, d'endormissement va se transférer sur la mâchoire. Et vous laissez venir toutes les sensations d'engourdissement. Très bien. Voilà. Prends-le comme une ressource. Vraiment, là, tu es en train de laisser ton corps et ton subconscient apprendre ça. Et tu vas pouvoir l'utiliser dès que tu as la moindre tension, stress ou autre. Ça donne quoi au niveau de ta mâchoire? Il peut y avoir une sensation de lourdeur ou d'engourdissement. Tu peux parler. Qui se propage. C'est une sensation qui est nouvelle. Voilà, exactement. Apprends-la. Apprends-la. C'est comme si mes gencives qui d'habitude sont tendues, je ne les sentais pas, mais par contre j'ai encore une tension ici. Ok, donc oriente-la. Tu orientes et tu réutilises ce que vient de te faire Brice et tu l'emmènes petit à petit à faire comme si c'était en train de se diffuser jusqu'à apaiser. Et dans ta tête, tu l'associes à quelque chose, apaisement,
calme, bien-être. C'est toi qui choisis ton mot. Ça donne quoi? Tu peux même donner, par Je vois une exemple, image en fait. voilà, une image, une couleur, n'importe quelle sensation, n'importe quelle émotion. Ok, et là, tu vois, vu que tu souris, tu continues et tu l'engrammes. Tu prends cette image et tu dis, maintenant, à chaque fois que j'aurai cette image, automatiquement, j'apaise mon corps, mon esprit, j'enlève toutes les tensions et les douleurs, j'enlève jusqu'à me sentir vraiment bien. Et je vais vraiment sentir que tout mon corps et tout mon être se sentent de mieux en mieux. Comment tu te sens là? Super. Très bien. Est-ce que je peux faire la même chose avec mon cerveau pour m'endormir le soir? Voilà, Bah, tu exactement. peux l'analgésier jusqu'à t'endormir. Mais dans ce cas-là, fais-le vraiment, prends-le de manière hyper positive. C'est j'analgésie, j'endors les pensées excessives, j'endors tout ce qui peut me déranger, j'endors tout ce qui a pu me mettre dans un stress. D'un coup, tu l'endors et tu laisses cette possibilité. Là déjà, tu vas observer que tes pensées ont déjà modifié Diminué. quelque chose. Ralenti. Qu'est-ce qui se passe là? Euh, Tu peux parler. Qu'est-ce qui se passe là? Enfin là, c'est pas terrible là, parce que du coup, je vois. Oui. Je vois mon questionnement, est-ce que je vais bien dormir ou pas ce soir? Ah bah, tu verras ça tout à l'heure. Là, donne-toi D'accord. l'opportunité en fait. Ouais. Oui, oui, C'est à toi là d'ouvrir un truc. Donne-toi l'opportunité. d'accord. D'accord? Mais là, l'idée de l'apprentissage, c'est apprendre déjà que tu viens de vivre un gant analgésique Ouais. / anesthésique et que tu D'accord. peux déjà le déplacer jusqu'à Ouais. ta bouche et à Ça, partout c'est dans déjà ton corps. bien, alors. Voilà. Voilà. Ok, super. Ok. Très bien, je vais compter jusqu'à 3. Mhm. Prends une grande inspiration. 1, 2, 3. Tu ramènes de l'énergie dans le corps. Tu peux bouger les pieds, les bras, les mains. Tout redevient normal. Tu peux réorienter ta conscience ici et maintenant, dans le temps, dans l'espace. À ton rythme, ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Est-ce que c'est une Et transe voilà. dissociative? Alors, c'est-à-dire? Mais moi, je pensais que l'hypnose, enfin, Oui. c'est la dissociation. Ouais. Là, je suis dissociée du bras, en fait, quelque part. J'ai été dissociée de cette façon-là. Je suis pas d'accord. Alors, moi, pour moi, ce n'est pas une transe dissociative. C'est-à-dire, en fait, pour moi, l'idée que j'ai dans cette transe-là, c'est je vais amplifier le subconscient, d'accord, ou l'inconscient, peu importe comment on l'appelle. Bah, si tu l'amplifies, du coup, tu le dissocies du conscient déjà. Mais le conscient, en fait, je vais le diminuer. Oui, donc il y a bien une dissociation, quelque part, conscient-inconscient. Conscient-subconscient. Pour moi, non, c'est une communication qui se fait différemment. Oui. Mais les deux sont en Les communication. deux sont en Oui, d'accord, communication. d'accord. Oui, oui. Parce Mais on que- parle déjà des deux. C'est-à-dire, au lieu d'être unis, moi, une seule personne, j'ai Oui, un conscient bien d'un sûr. côté et un inconscient de l'autre. Ce qui est un peu quand même une idée de dissociation. Ah bah, moi, d'entrée, toi, je dirais que tu as toujours un dialogue conscient-subconscient, sauf que d'habitude, tu es plus dans un dialogue, le conscient drive vers le subconscient, et là, c'est l'inverse. Pour moi, on n'est jamais une entité globale, même si on est un à ce moment-là, mais on D'accord. parle bien, dès qu'on commence à parler d'hypnose, on parle de ton conscient, on parle de ton subconscient. Mais pour moi, la dissociation, elle ne se fait pas là. C'est pas cette logique-là. Mais après, c'est des problématiques sémantiques qu'on Oui, oui, retrouve oui. Oui, beaucoup, tout dépend de beaucoup. la définition qu'on donne aux choses. Mais moi, dans l'idée, je rejoins Christophe. C'est-à-dire, en fait, c'est un état d'esprit dans lequel on a franchi le facteur critique. Le facteur critique, c'est la partie du conscient qui analyse, qui juge, qui dit ça fait mal, ça fait pas mal, c'est chaud, c'est froid, ça me plaît, ça me plaît pas. Donc, on le contourne, ce facteur critique, et on va mettre en place, en fait, des suggestions, des pensées sélectives. Donc, Et- je vérifie que ma main, elle est bien une Voilà. main. Donc, du coup, j'ai bien retrouvé toutes les sensations. Bien sûr. Ouais, ouais. Et fais un test. Ferme les yeux un instant. Tu reprends ton... Je veux suivre, je veux continuer mon émission. Ouais, mais là, tu Ça va testes être en à 2 toi, secondes. justement. Mais tu Bon, peux allez, tester en vas-y, 2 secondes. vas-y. Teste en 2 Ouais. secondes. Tu reprends juste ton image Ouais. et tu vois en combien de temps tu le retrouves. Tu vois, regarde, ton souffle vient de changer Ouais, d'un non, coup. ça me détend Ok, ma voilà. mâchoire, C'est immédiatement. juste ce qu'il faut, tu vois. Ouais, On va pas ouais. passer 2 heures. Ouais, Mais ouais. ça, après, alors, Mhm. après, éduque-toi à ça. Tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Donc, je ne suis pas obligée de m'abasser le main pour me détendre la mâchoire. Exactement. Non, ça peut aller Ça peut être un directement. ancrage. C'est ça. Du coup, j'ai mon ancrage. Alors, pour me détendre Non, la non. mâchoire, Ah il non, faut que je me pince nous, le on n'a doigt. pas ancré ça. Non. Ah oui, On n'a pas ancré ça. Mm. oui, mais ça s'est suivi. Donc, quelque part, c'est lié. Ça a initié quelque chose. Après, c'est ton image qui a créé un Ouais, ensemble ouais. d'éléments. D'accord, tout à fait. Donc, c'est le moment d'hypnose, puisque c'est le moment d'avancer sur... Alors, il y a déjà eu pas mal d'hypnose, mais je sais, Pan, que tu nous as préparé quelques minutes d'hypnose pour apaiser les douleurs. Donc, si vous pensez avec votre conscient d'habitude que vous avez un corps douloureux, que ces douleurs, c'est des douleurs expliquées ou inexpliquées, c'est-à-dire que c'est des douleurs qui ont nécessité d'aller voir un médecin. Il ne s'agit pas d'enlever la douleur, alors que la douleur est quand même un signe pour aller consulter.
Donc Exactement. C'est un signal. c'est un Donc signal. on y prend attention. Le but c'est apaiser. C'est pour ça que je t'ai dit on apaise plutôt. Cette notion d'apaisement et après à vous de voir ce que vous en faites. Voilà. Pour les douleurs aiguës, il faut aller consulter assez rapidement, à moins que ce soit post-opératoire, si on reprend notre thème. Si c'est des douleurs chroniques, là c'est encore autre chose, et l'apaisement est aussi quelque chose d'important. Et une fois de plus, c'est l'éducation qu'on va avoir, répéter le fait qu'on est capable de s'apaiser, d'apaiser la douleur, qui va nous permettre de nous sentir mieux au quotidien. Donc pendant ce moment d'hypnose, il est important de ne pas conduire de véhicule, etc. Toutes les précautions d'usage. Donc, eh bien, c'est à Pank, c'est le moment d'hypnose. Ok, donc vous allez simplement pendant un instant juste relever les deux mains pour petit à petit être dans une dynamique. Et quand vous allez vous sentir vraiment bien, vous allez fermer les yeux. Quand vous allez fermer les yeux, et vous les fermez maintenant, vous faites comme si les paupières étaient collées. Collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir les paupières et simplement, je vais les garder collées, fermées. Inspirez profondément et essayez de les décoller. Observez. Super. Maintenant, dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer les yeux et à mesure que vous allez les ouvrir et les fermer, vos deux mains vont commencer à se rapprocher petit à petit. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et petit à petit, les mains commencent à se rapprocher. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et petit à petit, les mains continuent à se rapprocher. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et de plus en plus, les mains se rapprochent. Maintenant, vous allez juste choisir un des deux bras, n'importe lequel. Et petit à petit, vous allez fermer le poing. Puis dans quelques instants, vous allez complètement fermer le poing de ce bras-là. 3, 2, 1, maintenant. Le poing est fermé. Vous allez imaginer que votre bras devient complètement tendu, rigide. Et d'ailleurs, avec l'autre main, vous allez appuyer sur ce bras-là et vous allez sentir que le bras revient petit à petit. Votre autre main va venir appuyer et vous voyez que c'est rigide et que votre bras, exactement. Et vous répétez une fois, deux fois. Et à mesure, vous sentez que vous êtes de plus en plus à l'intérieur de vous. De plus en plus à l'intérieur de vous. De plus en plus à l'intérieur de vous. Très bien. Vous pouvez tout relâcher. Et dans quelques instants, je vais simplement vous demander de décompter de 100 à 1. Mais vous allez surtout faire en sorte qu'avant le chiffre 97, tous ces chiffres disparaissent ou que tout simplement vous n'ayez plus envie du tout de décompter. Vous pouvez même imaginer que à partir de maintenant, vous allez commencer de compter tout doucement de 100 à 1. Il y a un gros nuage qui arrive sur les chiffres et vous allez les repousser. Et repousser à la fois le nuage et puis les chiffres et le nuage. Juste, vous allez faire s'effacer. Tout s'efface. Ça s'efface. Vous effacez. Inspirez profondément et à cet instant précis, vous allez juste observer tout votre corps et laisser de plus en plus la possibilité à cette idée. À partir de maintenant, je vais apaiser profondément tout mon corps. Je vais l'apaiser à tel point que toute sensation va commencer à se transformer, à disparaître, à se modifier. Vous avez toujours cette conscience de vous rendre compte qu'à n'importe quel moment, vous êtes apte à respirer plus profondément et à sentir que chaque fois que vous le faites, votre corps donne un nouveau signal, un autre signal, un signal que vous orientez, un signal que vous orientez dès à présent et de plus en plus, vous sentez que toute tension, tout ce qui a pu générer un stress physique, psychique, émotionnel, une douleur commence à disparaître. Disparaître, s'effacer comme peut-être les chiffres, les nombres, les idées, les pensées. Et chaque souffle vous permet déjà de vous sentir plus apte. Je décide maintenant que toutes mes sensations dans le corps deviennent neutres. Amusez-vous à observer cette neutralité. Observez tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, tout en laissant cette neutralité. Je suis de plus en plus neutre. Mon corps s'oriente tel qu'il le souhaite afin de me sentir bien, de me sentir mieux. Et surtout, dans les minutes, les heures, les jours à venir, je vais développer cette capacité, cette aptitude à être neutre vis-à-vis de tous les maux
qui me viennent en tête et dans le corps et en tête. Pensez bien qu'à chaque fois que vous vous sentez mieux, vous allez répéter 3 fois le mot virtuose, virtuose, virtuose. Automatiquement, dès que vous allez répéter le mot virtuose, 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 vous allez sentir que tout votre corps s'apaise, se relâche, et surtout, votre esprit est dans un état qui dit « je suis neutre », neutre de toute sensation qui peut être négative, problématique ou gênant. D'ailleurs, vous allez neutraliser au maximum jusqu'à simplement, dans quelques instants, vous décider d'aller en hauteur, comme si vous alliez percevoir et ressentir tout votre corps à distance, autrement. Et je vais compter de 1 à 10. Entre chaque chiffre, vous allez imaginer que de plus en plus, vous allez vous élever, vous élever. Vous élever à être sur un autre plan, un plan qui vous permet d'être complètement en phase, en lien avec tout ce qu'il y a de bon, de juste, de positif en vous, pour vous, avec vous. 1. 2. Imaginez simplement que vous êtes déjà au niveau de votre sommet de la tête. 3. Imaginez que vous êtes peut-être au plafond de là où vous vous trouvez. 4. Peut-être vous êtes en dehors déjà du bâtiment où vous êtes. 5. Imaginez, vous êtes dehors. Dehors, et à mesure que vous vous élevez, vous ressentez en vous une liberté vis-à-vis de votre corps, de votre esprit, de toutes les sensations qu'il y a, une liberté, et vous sentez que tout ce qui a pu gêner disparaît, disparaît, disparaît. 5. Vous vous élevez de plus en plus, peut-être vous êtes à la cime des arbres. Vous percevez à la fois ce qu'il y a et ce qu'il n'y a plus. C'est comme si tout ce qui avait disparu ne pouvait revenir, et que vous ne laissiez à cet instant-là que la possibilité 6 d'aller encore plus haut, 7, d'aller tellement plus haut que vous êtes peut-être au-dessus de votre région, voire même, imaginez, comme si vous étiez en train de voir votre pays. 8, imaginez que vous voyez votre continent. 9, élevez-vous encore davantage, comme si vous arriviez dans cette idée que vous êtes à la limite de la surface de cette planète, vous permettant de vous sentir libre, de vous sentir bien, de vous sentir allégé, 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 tellement allégé que toutes les idées, sensations et perceptions sont en train simplement de vous permettre d'être dans une ouverture et un potentiel 10, d'un apaisement et d'un potentiel illimité, celui d'orienter votre esprit et vos idées vers ce qu'il y a de plus constructif et vous permettre de vous développer en vous, pour vous, quand vous le souhaitez, avec, à cet instant précis, cette sensation de vous dire « je suis capable de gérer, développer tout ce que je veux de façon constructive, et mon corps, mon esprit, et tout ce qui suit ma pensée et mon intention sont à cet instant précis en train de s'orienter vers cette élévation, élévation de moi, élévation de ma conscience, laissant petit à petit tout ce qu'il y a dans mon corps physique se dissiper, s'apaiser, et me sentant de plus en plus éveillé à moi-même, ouvert à mes pensées, ouvert à mes possibles, me donnant, dès cet instant, la capacité de pouvoir recommencer, recommencer quand je le souhaite. Et je sais que je peux arriver à cet état-là à nouveau en répétant virtuose, virtuose, virtuose. Ressentez à quel point ce mot vibre, vibre dans ces hauteurs de votre esprit, c'est à hauteur de votre subconscient, c'est hauteur de vos capacités. Dès lors, toutes les sensations qui ont pu à un moment ou à un autre être complexes disparaissent pour se simplifier, simplifier et vous élever et vous permettre d'être vous, d'être bien, d'être mieux, d'être chaque jour de mieux en mieux et à chaque seconde, minute ou heure, vous sentir dans un état qui vous élève encore dans toutes les situations, maintenant, ici, ailleurs, un autre instant. Les instants se succèdent et vous vous succédez à vous-même, laissant simplement impossible devenir tout possible. Quelques instants, je vais juste vous laisser respirer et prendre toute la lumière qu'il faut pour que vous puissiez remplir votre corps de toutes ces énergies, idées, intentions et pensées et vous permettre de remplir que de choses pleinement et totalement positives. Respirez, ressentez, percevez, élevez. Dans un instant, vous allez laisser juste
tout votre corps et votre esprit se réunir. Vous allez petit à petit ressentir de plus en plus d'énergie, de bien-être dans ce corps, dans votre esprit. Et les décompter de 5 à 1. À 1, vous reviendrez dans cet ici et maintenant avec cette sensation qui va continuer à se développer pendant des minutes et des heures, d'être complètement et totalement apaisé et d'être complètement capable à n'importe quel moment de retourner dans un état bon, juste et positif, en répétant simplement virtuose, virtuose. 5. Respirez et ressentez petit à petit que vous revenez de ce voyage. 4. Vous commencez à reprendre de plus en plus conscience, comme si vous réintégriez votre corps par le sommet du crâne. 3. Vous sentez votre corps et vous vous rendez compte que les sensations ont changé. Vous les avez changées. Vous êtes le créateur de cette virtuosité. 3, 2, respirez profondément. Et 1, les yeux ouverts, ici, maintenant. Merci Pank pour ce magnifique voyage. Moi je suis vraiment très bien partie, puisqu'en plus j'avais été préparée par Brice de Nice, puisque tu es à Nice. Donc pour retrouver nos partenaires, puisque c'est le terme que tu emploies pour désigner les clients, pour retrouver nos partenaires de ce plateau, toutes les informations sont en dessous l'émission. Merci à vous d'être venus jusqu'ici. On peut vous retrouver dans vos livres Hypnose dentaire. Ici, tous tes essais que tu as écrits, il y en a plus de 60. Et là, tu viens de m'apporter les combien de tomes de l'hypnose hellmanienne? Les 15 tomes de l'hypnose hellmanienne. Et Hellman, ce fameux dentiste qui a inventé, créé aussi pas mal de protocoles pour... En hypnose médicale et notamment absolument. thérapeutique également. Et tu as créé cet institut, le premier institut. Oui, et Christophe est aussi un formateur en hypnose hellmanienne. On a été formés ensemble par Larry Hellman, le fils de Dave Hellman, pour non pas promouvoir, mais transmettre du moins cette hypnose qui nous tient à cœur et qui est vraiment la base, on va dire, notre ADN génétique et qui est la base de l'hypnose moderne au niveau médical. Et qui a été ultra rapide dans ce que tu viens de nous proposer. Voilà, merci à tous. Laissez-nous un commentaire virtuose de l'hypnose ici en dessous. Merci à tous et bon voyage aussi sur ABC Talk puisqu'il y a plein d'autres émissions à regarder. À la prochaine.